Bienvenue dans Adoption, graines d'amour, le podcast qui plonge au cœur des histoires poignantes et inspirantes de ceux qui ont été touchés par l'adoption. Je suis Hélène Laloux, conférencière formatrice, coach, éducatrice spécialisée et maman de 2 adorables petites filles âgées de 6 et 12 ans. Mon histoire commence à plus de 7000 km de la France, en Inde, avant que je sois adoptée à 16 mois par une famille du nord de la France. Mon parcours personnel m'a conduit à explorer les multiples facettes de l'adoption et à partager ces récits extraordinaires avec toi. Ici, tu découvriras des témoignages vibrants de parents qui ont adopté, de personnes qui ont été adoptées au parcours unique, de parents biologiques ayant pris la décision de confier leur enfant et de tous les membres de la famille impliqués dans ce monde complexe et émouvant de l'adoption. Mes invités partagent des récits de résilience, d'amour inconditionnel, de perte et de découverte de soi. Chaque épisode dévoile des parcours exceptionnels où espoir et douleur, joie et défis s'entrelacent. L'adoption, avec ses multiples facettes, révèle comment les liens du cœur peuvent transformer des vies et surmonter des épreuves significatives. Chaque histoire d'adoption est un voyage d'émotions et de révélations qui mérite d'être entendu. Comment trouver sa place dans une nouvelle famille? Comment forger son identité entre 2 histoires de vie? Comment vivre pleinement l'amour malgré les blessures? Nous explorerons ces thèmes avec profondeur et empathie. Ce podcast célèbre la diversité des expériences humaines et explore la puissance transformatrice de l'amour. C'est un hommage aux liens qui nous unissent, au-delà des différences et des épreuves. N'oublie pas, chaque rencontre peut tisser des liens qui changent une vie. Salut à toi et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, mais qui peut prendre une dimension encore plus forte quand on a une histoire d'adoption. L'auto-sabotage. Tu sais, ces moments où tout pourrait bien se passer, mais où bizarrement, tu fais tout capoter. Quand tu as une opportunité en or, mais que tu trouves une excuse pour ne pas la saisir. Quand tu es sur les points d'atteindre un objectif et que sans raison, tu procrastines, tu recules, tu échoues. Et pourtant, sur le papier, tu as tout pour réussir. Alors pourquoi certaines personnes avancent et d'autres se mettent des bâtons dans les roues? Et surtout, pourquoi quand on a été adopté, ce mécanisme peut être encore plus présent? Parce que l'auto-sabotage, ce n'est pas juste de la procrastination ou un manque de motivation. C'est un mécanisme profond qui peut être lié à tes peurs, à tes croyances ou à ton histoire. Alors aujourd'hui, on va voir d'où vient ce fameux auto-sabotage, pourquoi il est si fort et surtout, comment on peut s'en libérer. C'est parti. L'auto-sabotage, c'est quoi exactement? Déjà, soyons clairs, l'auto-sabotage, ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas juste une série d'événements extérieurs qui font que ça ne marche pas pour toi. C'est un mécanisme interne. C'est quand tu te mets des barrières, alors qu'en réalité, rien ne t'empêche vraiment d'avancer. Et ce qui est vicieux, c'est qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Ça peut prendre plein de formes. Remettre toujours à plus tard, je vais commencer lundi. Douter de soi au dernier moment, je ne suis pas prêt, il me manque encore des compétences. Se trouver des excuses, ce n'est pas le bon moment. Quitter quelque chose juste avant d'atteindre le succès. Finalement, ça m'intéressait pas trop. Rechercher la perfection à l'extrême, jusqu'à ne jamais passer à l'action. Mais pourquoi? Pourquoi on fait ça alors qu'on pourrait simplement avancer? Il y a 3 raisons principales qui font qu'on se sabote. La peur de l'échec. Bon, celle-là, elle est évidente. On a peur de rater, on a peur d'être jugé, on a peur de perdre du temps, de l'argent, de l'énergie. L'auto-sabotage, c'est quoi exactement? Déjà, soyons clairs, l'auto-sabotage, ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas juste une série d'événements extérieurs qui font que ça ne marche pas pour toi. C'est un mécanisme interne. C'est quand tu te mets des barrières, alors qu'en réalité, rien ne t'empêche d'avancer vraiment. Et ce qui est vicieux, c'est qu'on ne se rend même pas compte. Ça peut prendre plein de formes. Remettre toujours à plus tard, je vais commencer lundi. Douter de soi au dernier moment, je ne suis pas prêt, il me manque encore des compétences. Se trouver des excuses. C'est juste pas le bon moment. Quitter quelque chose avant d'atteindre le succès. Finalement, ça m'intéressait pas. Rechercher la perfection à l'extrême, pour ne pas passer à l'action. Mais pourquoi? Pourquoi on fait ça alors qu'on pourrait simplement avancer? La peur de l'échec. Bon, celle-là, elle est évidente. On a peur de rater, on a peur d'être jugé, on a peur de perdre du temps, de l'argent, de l'énergie. Et parfois, on a encore plus peur d'échouer quand on a eu l'impression de devoir prouver quelque chose toute sa vie. Si j'échoue, ça montrera que je ne méritais pas cette place. Si je me plante, ça montrera que je ne suis pas à la hauteur de ce qu'on attend de moi.
Quand on a été adopté, cette peur peut être encore plus forte parce qu'on a parfois grandi avec cette idée inconsciente qu'on doit mériter ce qu'on a reçu. Et donc l'échec, c'est inacceptable. Alors pour ne pas échouer, on évite d'essayer. La peur de réussir, oui, ça peut sembler bizarre, mais réussir peut être tout aussi flippant que l'échec. Pourquoi? Parce que réussir, ça veut dire sortir de ce qu'on connaît. Ça veut dire prendre sa place, être visible, être légitime. Et là encore, quand on a une histoire d'adoption ou un sentiment de ne jamais avoir été totalement chez soi, cette peur de la légitimité peut être encore plus forte. Et si je réussis et qu'on découvre que je ne suis pas à la hauteur? Si j'arrête d'être l'enfant parfait, est-ce qu'on va encore m'aimer? Donc inconsciemment, on se freine. Les croyances limitantes. C'est des petites phrases qu'on se répète depuis toujours et qui deviennent des vérités dans notre tête. Tu les connais sûrement. Je ne suis pas assez intelligent. Je ne mérite pas d'avoir du succès. Les autres y arrivent, mais pas moi. Et si je te disais que tout ça, c'est du bullshit? Que ces pensées, c'est juste des programmations qu'on a intégrées, mais qui ne sont pas vraiment vraies. Parce qu'en réalité, rien ne t'empêche d'avancer, à part toi-même. Alors, comment détecter et arrêter l'auto-sabotage? D'abord, repère toutes les excuses que tu trouves la prochaine fois que tu repousses un projet ou que tu doutes. Demande-toi, est-ce que c'est une vraie raison ou est-ce que c'est une excuse déguisée? Qu'est-ce qui me fait peur là-dedans? Ensuite, agis même quand tu doutes. Ne cherche pas à être sûr à 100%, sinon tu ne feras jamais rien. Tu veux écrire un livre? Commence à écrire une page. Tu veux lancer ton projet? Parle-en à quelqu'un. Tu veux changer de vie? Fais un premier pas. C'est l'action qui détruit l'auto-sabotage. Change ton discours intérieur. Au lieu de te dire « je ne suis pas assez bon », dis-toi « je suis en train de progresser ». Au lieu de te dire « je ne suis pas légitime », tout le monde a commencé quelque part. Les mots qu'on s'en dit façonnent nos croyances. Si tu t'entraînes à penser différemment, tes actions vont suivre. On mérite tous la réussite, mais faut-il encore se l'autoriser? Si tu dois retenir une seule chose de cet épisode, c'est ça. Tu mérites autant que n'importe qui de réussir. Mais pour ça, il faut arrêter de saboter toi-même. Et ça passe par prendre conscience de ces mécanismes. Arrêter d'attendre le moment parfait et se lancer malgré les doutes. Puis on va parler d'un truc qui nous est tous arrivé au moins une fois dans notre vie. Pourquoi on tombe toujours sur le même type de personne? Que ce soit en amour, en amitié ou au travail. On dirait que le même scénario se répète. Toujours ces amis qui prennent beaucoup, mais qui donnent peu. Toujours ces partenaires qui ne savent pas s'engager et qui font du mal. Toujours ces collègues ou patrons qui nous écrasent, nous manipulent ou nous font douter de nous-mêmes. Et à chaque fois, on se dit, pourquoi ça m'arrive encore? Pourquoi je me retrouve toujours dans cette situation? Eh bien, ce n'est pas un hasard. Il y a une vraie mécanique derrière. Et c'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Pourquoi on attire ces mêmes profils? Pourquoi notre passé influence nos relations? Et surtout, comment on peut casser ces schémas répétitifs pour enfin attirer les bonnes personnes? Prêt à ouvrir les yeux sur tes relations? C'est parti. Pourquoi on tombe toujours sur le même genre de personnes? Alors déjà, non, ce n'est pas le destin. Ce n'est pas une malédiction. Mais ce n'est pas non plus que tous les mecs ou toutes les filles sont pareils. Si ça se répète, c'est qu'il y a un programme inconscient qui tourne en arrière-plan. C'est comme si ton cerveau avait enregistré un modèle de relation très tôt et qu'il le rejouait en boucle. Et ce modèle, il vient d'où? La façon dont on vit nos relations aujourd'hui. Ça commence dans les premières années de notre vie. Pourquoi? Parce que c'est dans l'enfance qu'on apprend ce qu'est l'amour, la confiance, la sécurité. Si on a grandi avec des parents bienveillants et sécurisants, on va avoir des attentes saines et en amour et en amitié. On va chercher des relations où on se sent bien, respecté, en sécurité. Mais si on a grandi avec des parents absents, critiques, instables, si on a vécu un abandon, une adoption, un rejet, alors ton cerveau enregistre un modèle différent. Il enregistre que l'amour, c'est quelque chose qui se mérite. Les autres sont imprévisibles. Parfois ils aiment, parfois ils partent. On doit se conformer aux attentes des autres pour être aimé. Et ce modèle, on le rejoue sans même s'en rendre compte. Si on a connu des relations instables dans l'enfance, on peut inconsciemment rechercher des partenaires instables. Parce que c'est ce qu'on connaît. Si on a appris qu'on devait prouver qu'on mérite d'être aimé, on peut attirer des relations déséquilibrées, où on donne trop, où l'autre ne fait pas d'efforts. Bref, on recrée ce qu'on a connu même si c'est douloureux. Parce qu'inconsciemment, ton cerveau te dit, c'est familier, donc c'est rassurant. Le rôle des croyances inconscientes. Je ne mérite pas d'être aimé. Les gens sont dangereux. Et ce n'est pas tout. Derrière ces schémas répétitifs, il y a aussi tes croyances inconscientes. Tu sais, ces petites phrases qu'on ne se rend même pas compte. C'est une excellente nouvelle. Mais qui influencent tout. Si tu as grandi avec le sentiment que je ne suis pas assez bien pour être aimé, si je montre mes vraies émotions, on va me rejeter, les gens finissent toujours par partir. Alors, tu vas inconsciemment choisir des relations qui confirment ça. Pourquoi? Parce que ton cerveau aime avoir raison. Il préfère confirmer ce qu'il croit déjà plutôt que de le remettre en question.
Et c'est comme ça que tu attires toujours les mêmes dynamiques toxiques. Mais bonne nouvelle, ce n'est pas une fatalité. Tes schémas, on peut les casser. On peut réapprendre à choisir des relations saines. On peut attirer des personnes qui nous respectent, nous élèvent, nous aiment vraiment. Mais comment? Prends conscience de tes schémas. Si tu te rends compte que tes relations se ressemblent, c'est que ce n'est pas un hasard. C'est déjà énorme. La plupart des gens vivent ces cycles sans jamais comprendre pourquoi. Mais toi, maintenant, tu sais. Alors pose-toi ces questions. Est-ce que je retrouve souvent les mêmes dynamiques dans mes relations? Qu'est-ce que ces relations me rappellent de mon enfance ou de mon passé? Est-ce que j'ai une croyance inconsciente qui pourrait influencer mes choix? Ensuite, apprends à identifier les signaux dès le début. C'est la meilleure façon de ne pas retomber dans le même piège. Parce que souvent, les red flags sont là, mais tu ne veux pas les voir. La prochaine fois que tu rencontres quelqu'un, demande-toi, est-ce que cette personne me donne une vraie sécurité émotionnelle? Est-ce que je me sens libre d'être moi-même? Est-ce qu'il y a un déséquilibre dès le départ? Change ton dialogue intérieur, rappelle-toi. Tu mérites des relations saines. Tu n'as pas à prouver que tu mérites d'être aimé. L'amour et l'amitié, ça ne doit pas être une lutte. Tu peux rééduquer ton cerveau à choisir autre chose. Et pour ça, il faut remplacer les croyances négatives par des pensées plus justes. Au lieu de te dire l'amour c'est toujours compliqué, répète-toi. Je peux trouver une relation simple, saine et équilibrée. Ça peut paraître bête, mais les mots qu'on se dit reprogramment ton cerveau. Comprendre, c'est déjà un premier pas vers la liberté. Si tu dois retenir une chose de cet épisode, c'est ça. Tu attires ce que tu crois mériter. Mais si tu changes ce que tu crois mériter, tu changes aussi les relations que tu attires. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet puissant, un sujet qui touche beaucoup de gens. Le poids des non-dits, ces choses qu'on a tues, ces secrets qu'on garde enfouis en nous, ces souvenirs qui restent bloqués là quelque part dans ta tête et qui finissent par nous hanter. Pourquoi certains silences sont-ils plus lourds que des mots? Pourquoi ce qu'on ne dit pas nous suit parfois toute une vie? Et surtout, comment on peut s'en libérer? Aujourd'hui, on va parler des secrets de famille, des tabous, de ces silences imposés qui marquent nos existences. On va aussi voir comment le corps lui-même enregistre ces non-dits et surtout comment on peut trouver une manière de s'en libérer, pas forcément en parlant, mais en trouvant sa propre voix. C'est un épisode qui peut remuer des choses en toi, mais je te promets qu'il vaut la peine d'être écouté. Alors pourquoi certains souvenirs restent bloqués en nous et nous hantent des années après? On pense souvent qu'on oublie ce qu'on ne nous dit pas. Avec le temps, ce qui est enfoui disparaît. Mais en réalité, c'est l'inverse. Un souvenir qu'on exprime, qu'on met en mots, qu'on partage, trouve sa place. On le digère, on le comprend, on peut avancer avec lui. Mais un souvenir qu'on garde à l'intérieur, il tourne en boucle. Il revient dans tes pensées, dans tes émotions, parfois même dans tes rêves. Il peut ressurgir à des moments inattendus. Il peut influencer tes choix, tes peurs, tes réactions, sans que tu comprennes pourquoi. Et parfois, ces souvenirs ne sont même pas clairs. Tu ne sais pas exactement ce qui te pèse. Tu sais juste qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un malaise, une sensation d'être toujours en tension, toujours sur la défensive. Et souvent, derrière cette sensation, il y a un non-dit. Quelque chose que tu n'as pas osé exprimer. Quelque chose que tu n'as pas eu le droit de dire. Quelque chose que tu as enfoui, mais qui n'a jamais disparu. Il y a beaucoup de familles qui ont des secrets. Des histoires qu'on ne te raconte pas. Des vérités qu'on cache pour protéger. Et pourtant, ce silence pèse plus lourd que des mots. Quand une famille garde un secret, même si on ne nous dit rien, on le sent. On perçoit les silences gênés. On ressent la tension dans certaines discussions. On comprend sans même qu'on nous explique que certains sujets sont interdits. Et ce qui est terrible avec ces secrets, c'est qu'ils se transmettent. Un enfant grandit avec un point invisible sur les épaules, sans même savoir ce qui le pèse. Parfois, c'est un secret sur ses origines, sur son histoire. Parfois, c'est un non-dit sur un deuil, une trahison, un drame familial. Parfois, c'est un silence sur un abandon, une adoption dont on ne parle jamais, comme si le simple fait d'en discuter était une menace. Et plus ces secrets restent cachés, plus ils façonnent ton inconscient. Ils influencent tes peurs, tes angoisses, tes réactions. Parce qu'un secret familial, ce n'est pas juste une information qu'on ne connaît pas. C'est un vide, un manque, un trou dans ton histoire qui empêche de construire une identité solide. Comment le corps garde en mémoire ce que tu n'as jamais exprimé? C'est ce qui est encore plus fou, c'est que ce qu'on ne dit pas, le corps, lui, il s'en souvient. Tu as déjà ressenti cette boule au ventre, sans savoir pourquoi. Ce nœud dans la gorge quand tu veux parler, mais que tu n'y arrives pas. Cette douleur inexpliquée qui revient toujours. Ce n'est pas dans ta tête, c'est dans ton corps. Il parle à ta place. Les tensions, les migraines, les douleurs musculaires, les problèmes de digestion. Parfois, ce sont des émotions bloquées. Des émotions qu'on n'a jamais pu exprimer. Des blessures dont on n'a jamais pu parler. Et le jour où on met enfin les mots dessus, le corps se relâche.
Parce que les émotions refoulées cherchent toujours un moyen de sortir. Je vais te donner des clés pour oser parler, libérer ce qui te pèse et enfin respirer. Déjà, ce n'est pas forcément en parlant à tout le monde. Certaines personnes pensent que pour aller mieux, il faut absolument raconter à voix haute ce qu'on a sur le cœur. Mais parfois, ce n'est pas possible. Parce que la personne concernée n'est plus là. Parce que ça pourrait faire plus de mal que de bien. Parce qu'on n'a pas envie de remuer le passé avec des proches qui ne comprendront pas. Et c'est ok. Mais ce qui est important, c'est de sortir ces émotions de ton corps et de ta tête. Écrire ce que tu n'as jamais osé dire, par exemple. Même si personne ne le lit. Même si tu brûles la feuille après. Exprime-le autrement, par la musique, le dessin, le sport. Bouge, danse, peins, chante. Ça libère autant que les mots. Parle à la bonne personne. Parfois, il suffit d'un confident, d'un thérapeute, d'un ami qui écoute sans juger. Ce qui compte, ce n'est pas la façon dont on l'exprime, mais le fait de ne plus tout garder à l'intérieur. Qu'un non-dit, qui reste bloqué, c'est une blessure qui ne cicatrise pas. Parler, ce n'est pas toujours facile, mais c'est un pas vers la guérison. Si tu dois retenir une chose de cet épisode, c'est ça. Ce qu'on ne dit pas ne disparaît pas. Ça reste en toi et ça te façonne. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux choisir d'alléger ce poids. Peu importe comment, en parlant, en écrivant, en l'exprimant de n'importe quelle manière. L'important, c'est de ne plus porter ça seul. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fascinant et profondément lié à l'histoire des personnes adoptées. Pourquoi certaines douleurs physiques viennent en réalité d'émotions refoulées? Tu as déjà eu mal au ventre avec un événement stressant? Ou une boule dans la gorge quand tu voulais dire quelque chose, mais que tu t'es retenu? Ou même une douleur dans le dos sans raison apparente, alors que tu traversais une période difficile? Si oui, alors tu as déjà expérimenté comment le corps exprime ce que tu ne dis pas. Parce que oui, le corps parle. Et souvent, il parle à ta place. Et quand on a une histoire d'adoption, il peut parler encore plus fort. Un bébé abandonné ressent tout avant même d'avoir les mots pour l'exprimer. Un enfant adopté peut porter des émotions qu'il n'a jamais conscientisées. Un adulte adopté peut ressentir des tensions inexpliquées liées à des profondes blessures. Aujourd'hui, on va voir comment certaines blessures émotionnelles se transforment en douleurs physiques. Comment décrypter les messages de ton corps. Et surtout, comment utiliser ces signaux pour aller mieux. C'est parti! On a tendance à voir le corps et l'esprit comme deux choses séparées. Si on a une douleur physique, on cherche une cause physique. J'ai mal au dos parce que j'ai mal dormi. J'ai mal à la tête parce que j'ai trop travaillé. J'ai mal au ventre. J'ai peut-être mangé un truc qui ne passe pas. Mais ce n'est pas toujours aussi simple. Parfois, une douleur n'a pas d'explication médicale claire. On fait des examens, tout est normal. On prend des médicaments, ça ne passe pas. Et là, il faut regarder ailleurs. Parce que le corps enregistre les émotions que tu ne veux pas voir. Le stress chronique peut provoquer des migraines, des douleurs musculaires, des troubles digestifs. Un choc émotionnel peut déclencher des douleurs inexpliquées. Un non-dit, une frustration, une colère refoulée peuvent s'imprimer dans certaines parties de ton corps. Et ça, c'est les neurosciences qui l'ont prouvé. Le docteur Bessel van der Kolk, spécialiste du trauma, a montré que les souvenirs douloureux ne restent pas seulement dans ta tête, mais ils s'inscrivent aussi dans ton corps. Et quand on parle d'adoption, c'est encore plus puissant. Parce qu'un bébé séparé de sa maman biologique ne comprend pas ce qui lui arrive, mais son corps en garde une trace. Parce qu'un enfant adopté qui a grandi sans savoir qui il est vraiment peut développer des tensions invisibles qui finissent par se transformer en douleurs réelles. En gros, ce qu'on ne dit pas avec les mots, le corps l'exprime à sa manière. Alors justement, quelles sont les parties du corps qui portent le plus souvent ces tensions émotionnelles? Le dos. Le dos, c'est la charge qu'on porte. Quand on a mal au dos sans raison apparente, ça peut être un poids mental ou émotionnel trop lourd. Responsabilité, pression, charge mentale. Le sentiment d'être seul à tout gérer. Par exemple, un enfant adopté peut ressentir une pression invisible d'être l'enfant parfait, de ne pas décevoir, de ne jamais se plaindre. Et ce poids-là, il peut s'accumuler dans le dos. Le ventre. Le ventre, c'est le centre des émotions. Tu as sûrement déjà ressenti ce truc. Une boule au ventre avant un stress. Un estomac noué quand tu es anxieux. Des troubles digestifs quand tu vis une grosse émotion. Avec l'adoption, le ventre, c'est aussi le lien symbolique de la mère biologique. Beaucoup d'adoptés ressentent des douleurs inexpliquées dans cette zone, sans faire le lien avec leur histoire. La gorge, c'est le centre de l'expression. Si tu ressens une boule dans la gorge quand tu veux dire quelque chose, mais que tu n'y arrives pas, des angines à répétition après une période où tu as dû ravaler tes mots, une voix qui se bloque quand tu es ému. Quand on a grandi sans oser poser de questions sur ses origines, quand on a eu peur de déranger en parlant de son ressenti, le corps peut bloquer la parole. Comment décrypter les signaux de ton corps et ce qu'ils veulent te dire? Si ton corps te parle, écoute-le. La prochaine fois que tu ressens une douleur sans cause évidente, prends une pause et pose-toi ces questions. À quel moment cette douleur est apparue? Est-ce que c'était après une dispute, une mauvaise nouvelle, un stress particulier?
Qu'est-ce que je ressens en ce moment dans ma vie? Est-ce que je me sens coincée, sous pression, en colère ou triste? Qu'est-ce que cette douleur m'empêche de faire? Parfois, une douleur est là pour te ralentir. Si tu ressens une tension dans le dos chaque fois que tu es avec ta famille adoptive, peut-être que ton corps te dit tu n'es pas obligé d'être parfait. Tu peux être toi. Alors voilà des pistes concrètes pour reconnecter ton corps et tes émotions et pour aller mieux. Exprime au lieu de bloquer. Si une émotion te pèse, trouve un moyen de l'exprimer. Écris, parle à quelqu'un de confiance. Fais du sport, danse, chante, crie dans un oreiller si tu veux. Prends conscience de ton corps. Prends 5 minutes par jour pour scanner ton corps. Où est-ce que je ressens ces tensions? Est-ce que je respire bien? Est-ce qu'il y a une zone qui semble bloquée? Accepte que le corps a son propre langage. Plutôt que de te battre contre une douleur, tu peux aussi l'accueillir. Ok, j'ai mal ici. Peut-être que mon corps essaie de me dire quelque chose. Et déjà ça change tout. Écouter son corps, c'est apprendre à se connaître vraiment. Ton corps n'est pas juste une machine, il est aussi un messager. Et parfois, la guérison commence en écoutant ce qu'on n'a jamais voulu entendre. Salut à toi et bienvenue dans ce dernier épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous et qui peut parfois gâcher ta vie. Le regard des autres. Pourquoi on a si peur d'être jugé? Pourquoi on se met autant de pression pour être accepté, validé? Et surtout, comment on fait pour s'en libérer et enfin être soi-même? Si tu as déjà hésité à dire ce que tu penses, à faire ce que tu aimes, à être toi-même par la peur du regard des autres, cet épisode est pour toi. Et en plus, si tu as été adopté, cette peur peut être encore plus présente. Parce que quand on a grandi avec le sentiment d'être différent, d'avoir une histoire qui sort du cadre habituel, on peut encore plus ressentir ce besoin d'être accepté, d'être comme tout le monde, de ne pas faire de vagues. Mais à quel prix? Aujourd'hui, on va voir d'où vient cette peur du jugement. Pourquoi elle est si forte? Comment certaines personnes arrivent à s'en foutre? Et surtout, comment toi aussi, tu peux apprendre à lâcher prise pour enfin vivre pleinement? C'est parti! Alors d'où vient cette peur du regard des autres et pourquoi elle est si forte? Déjà, soyons clairs, avoir peur du regard des autres, c'est normal. On est des êtres sociaux. Depuis toujours, notre survie dépend du groupe. Il y a des milliers d'années, si on était rejeté par notre tribu, on était condamné. Donc forcément, notre cerveau a gardé cette peur ancestrale d'être exclu et rejeté. Sauf que aujourd'hui, on ne risque pas notre vie si quelqu'un ne nous valide pas. Et pourtant, notre cerveau continue d'agir comme si c'était vital. On évite de parler en public par peur d'être jugé. On hésite à poster sur les réseaux sociaux par peur d'être critiqué. On dit oui alors qu'on pense non pour ne pas décevoir. Et quand on a une histoire d'adoption, ça peut être encore plus fort. Parce qu'inconsciemment, on a pu intégrer cette idée qu'on devait être parfait pour être accepté, qu'il fallait mériter sa place. Alors on fait tout pour être irréprochable, bien vu, validé. Mais au bout d'un moment, cette pression, elle nous enferme. Le regard des autres, on y est confronté dès l'enfance. À l'école, on apprend très vite que si on est différent, on peut être mis à l'écart. En famille, on peut ressentir des attentes implicites. Sois gentil, sois sage, ne fais pas de vagues. Avec les réseaux sociaux, on vit sous le poids de la comparaison permanente. Tout le monde montre une vie parfaite et on finit par croire que nous aussi, on doit être parfait pour être accepté. Si tu es adopté, tu as peut-être ressenti encore plus de besoin de correspondre à un modèle. Je dois être reconnaissant, je ne peux pas me plaindre. Si je fais des vagues, est-ce qu'on va encore m'aimer? Si je cherche mes origines, est-ce que je vais blesser ma famille adoptive? Sans t'en rendre compte, tu peux commencer à t'effacer, à faire des choix qui ne sont vraiment pas les tiens, juste pour ne pas déranger. Mais la vérité, c'est que tu ne seras jamais pleinement heureux tant que tu vivras pour plaire aux autres. Alors comment on fait pour s'en libérer? Comment certaines personnes arrivent à s'en foutre et comment faire pareil? Tu connais ces gens qui semblent se moquer tellement du regard des autres, qui osent dire ce qu'ils pensent, faire ce qu'ils aiment, sans se soucier du jugement. Et ce n'est pas un super pouvoir. Ce sont des habitudes qu'ils ont développées. Et bonne nouvelle, tu peux toi aussi apprendre à lâcher prise. Voici 3 techniques ultra efficaces pour commencer à te libérer progressivement. Se poser la bonne question. Qu'est-ce que je ferais si personne ne me regardait? Imagine que personne ne te juge, que personne ne donne son avis, que personne ne commente ce que tu fais. Qu'est-ce que tu ferais différemment? Comment tu t'habillerais? Quel métier tu choisirais? Comment tu parlerais? Si la réponse est différente de ce que tu fais aujourd'hui, c'est que tu es en train de vivre pour les autres et pas pour toi. Alors demande-toi, est-ce que je veux continuer à vivre pour plaire ou est-ce que je veux être moi-même? Accepte que quoi que tu fasses, il y aura toujours des gens qui jugent. C'est impossible de plaire à tout le monde. Impossible. Si tu es trop discret, on dira que tu manques de personnalité. Si tu es trop extraverti, on dira que tu prends trop de place. Si tu réussis, on dira que tu as eu de la chance. Si tu échoues, on dira que tu n'es pas assez bon. Alors autant faire ce qui te rend heureux. Le problème, c'est que tu les laisses t'empêcher d'être toi. Ose être imparfait et assumer qui tu es. Le regard des autres t'enferme parce que tu veux être irréprochable. Mais la vraie liberté, c'est d'accepter d'être imparfait. Dire ce que tu penses, même si tout le monde n'est pas d'accord.
faire des choix qui te ressemblent, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Assumer ton histoire, tes origines, tes doutes et ne plus chercher à être quelqu'un d'autre. Être adopté, c'est parfois porter un regard extérieur sur toi-même. Te demander si tu es là où tu dois être, si tu fais ce qu'on attend de toi, si tu corresponds au modèle parfait. Mais la vérité, c'est que ta seule mission, c'est d'être toi. Pas ce qu'on attend que tu sois. Pas une version aseptisée de toi-même. Juste toi. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et c'est tant mieux. Si tu dois retenir une chose de cet épisode, c'est ça. Le regard des autres est une prison. Mais c'est une prison dont la porte est ouverte. Tu peux sortir à tout moment. Tu peux décider d'arrêter de vivre pour plaire. Parce qu'au final, les gens oublieront ce qu'ils ont pensé de toi. Mais toi, tu devras vivre toute ta vie avec les choix que tu as faits pour eux. Alors, autant vivre pour toi. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Adoption Graine d'amour. On se retrouve dès demain pour la suite de l'épisode. J'espère en tout cas que cette histoire t'a touché autant qu'elle m'a ému. Si ce podcast t'inspire et que tu veux qu'il touche encore plus de personnes, tu peux m'aider en t'abonnant pour ne manquer aucun épisode. Laisse aussi 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme d'écoute. Chaque note booste la visibilité du podcast et permet de faire entendre ces histoires au plus grand nombre. Et si cet épisode t'a marqué, partage-le autour de toi, avec ta famille, tes amis ou sur les réseaux sociaux. Qui sait, il pourrait changer une vie. Merci d'être là et de faire partie de cette belle aventure. À très vite pour un nouvel épisode plein d'émotions et d'humanité.